de conclure cet après-midi que je crois, qui nous passionne, j'espère qu'elle vous a aussi passionné. C'est donc Patrick Ritz, qui est professeur de nutrition à Toulouse, où il dirige le centre intégré, l'un des 5 centres français intégrés de prise en charge de l'obésité sévère, du plan obésité, et qui a donc une longue expérience, bien sûr de la nutrition, mais aussi de la prise en charge des patients opérés, dont il s'occupe activement, initialement en GPN à Toulouse. C'est à lui que revient la charge de proposer tout doucement, de faire bouger un petit peu les recommandations, en tout cas de réfléchir à ce que pourraient être les recommandations prochaines. On voit dans tous les pays occidentaux, c'est en train de se modifier un petit peu, que le paradigme se déplace prudemment. Et donc c'est à lui que revient la charge de résumer tout ce qu'on vous a dit, en essayant, pour ces 2 académies, d'établir des recommandations pour la prise en charge des patients, non seulement obèses, mais aussi diabétiques. Avancer, c'est là. Merci François, bonsoir mesdames et messieurs. Je suis à la fois honoré de prendre la parole maintenant après ce brillant aéropage et aussi un peu inquiet de ce que je vais bien pouvoir vous dire parce que je crois que tout a été dit. Alors je vais essayer de survoler un petit peu les arguments qui fondent ces recommandations. D'abord pour vous, enfin surtout en insistant sur ce qui n'a pas été dit. Alors bon, ça c'est Toulouse, c'est la plus belle ville du monde, vous le savez. Ça, c'est une analyse au sujet des indications du type de chirurgie. C'est une analyse qui est une analyse qui collige des données de la littérature. Ce n'est pas une étude proprement parlée, c'est pourcentage de résolution du diabète en fonction de l'intensité de la perte de poids avec les différents types d'interventions. Et vous voyez que même s'il est vrai qu'il y a d'autres mécanismes que la perte de poids pour induire la rémission, on voit bien que plus la perte de poids est importante, plus la rémission est facilement obtenue. Ensuite, vous avez vu les essais randomisés, je vais passer dessus. On a d'autres études maintenant avec des IMC de moins de 35. On a d'autres études avec les anneaux. On a maintenant beaucoup d'arguments, M. Jaffiol vous l'a dit, pour penser que la chirurgie, les différentes interventions amènent un certain nombre d'améliorations du point de vue de l'équilibre métabolique, du pourcentage de rémission du diabète, de la réduction d'incidence du diabète. Tout ça, vous l'avez déjà vu, ça aussi. Les facteurs d'échec, vous les avez vus. Quelques éléments cependant. Mon avis aujourd'hui, après avoir côtoyé les chirurgiens pendant plus de 10 ans maintenant, parce qu'on a commencé à arranger avec Philippe Topard et Guillaume Bécoirne il y a 1999, c'est qu'on ne fait pas assez. C'est-à-dire que, évidemment, l'intervention chirurgicale améliore beaucoup de choses. Mais il ne nous faut pas croire qu'une fois qu'elle est réalisée, il n'y a plus rien à faire. Alors évidemment, on dit qu'il y a la gestion nutritionnelle des carences, de la rémission du diabète, etc. Moi, je crois qu'on est encore loin de ça, et il y a 2 arguments. Le premier, c'est celui-là, qui est une étude de registre suédois, qui a été publiée il y a 2 ans, vous voyez, où, grosso modo, ils comparent ce que les Suédois, ils sont super organisés, chacun a un numéro de sécu à l'entrée, à la naissance, il garde ce numéro de sécu tout le temps, et dans son dossier, tout est colligé. Donc, quoi qu'il lui arrive, on sait ce qui s'est passé. Et là, on a la comparaison de ce qui se passe en termes de mortalité chez des gens qui ont bénéficié de chirurgie de l'obésité versus des patients parfaitement matchés, mais qui n'ont pas été opérés. Et vous voyez ici une bonne réduction de la mortalité, ça on le sait. Mais maintenant, si on compare les patients opérés en termes de mortalité versus les patients qui n'ont jamais été obèses, vous voyez que la mortalité reste supérieure de 50 à 60%, suivant que c'est ajusté ou non. Donc on est encore loin du compte. Avec la chirurgie, on amène des obésités de classe 3 à des obésités de classe 1 qui gardent des risques de surmortalité et on n'a pas encore fait tout le chemin qui les amènera à une mortalité équivalente. Pour le diabète, c'est la même chose. Pour les autres complications, c'est la même chose.
Les complications à 30 jours, bon, on en a beaucoup parlé. L'étude LABS, c'est une cohorte américaine progressive. Là, il y a plus de 6000 patients. Vous voyez une mortalité 0,3%, 0,2% dans le cas de l'anneau, 2,1% quand il s'agit d'un bypass par laparotomie. 4,1% de complications, vous avez déjà vu ces chiffres. Les études de coût-efficacité, elles nous manquent. Il y en a 3 dans la littérature. Une méta-analyse récente, vous voyez, on prend au début 6500 résumés où ça évoque la coût-efficacité et au bout du compte, il y a 2 études qui rentrent dans les critères. Les 2 études sont avec des anneaux. Il nous manque cruellement des études de coût-efficacité dans les autres types d'interventions. Ça, on l'a vu, c'était Shower, vous l'avez bien vu, etc. Maintenant, on passe aux recommandations. Quelles sont les recommandations françaises? Elles sont simples. C'est au-delà d'un IMC supérieur à 40, s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas de contre-indication, s'il n'y a pas de comorbidité, avis pluriprofessionnel, entente préalable, chirurgie. En dessous de 40 et au-dessus de 35, pourvu qu'il y ait des comorbidités dont le diabète, même chose, entente préalable, chirurgie. En dessous de 35, la seule indication, c'est la reprise chirurgicale. C'est-à-dire s'il y a eu une première intervention, anneau par exemple, qui vous a amené de 38-40 à 32, et si on n'est pas content du résultat, s'il y a des comorbidités qui reviennent, etc., alors il n'y a plus de limite d'IMC. Et dans ces cas-là, on peut imaginer une chirurgie donc, qui devient en 2 temps, non pas qu'elle est prévue pour être en 2 temps, mais elle se réalise finalement en 2 temps. Et puis l'autre indication, là Philippe me corrigera, parce que c'est lui qui connaît ça très bien, Philippe Topard, c'est la dérivation pilio-pancréatique n'est indiquée en France qu'au-delà d'un IMC supérieur à 50, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc voilà les recommandations françaises. Quelles sont les autres recommandations dans le monde? Eh bien, c'est les lignes qui bougent. C'est l'International Diabetes Federation, qui est une assemblée de plus de 200 associations de patients, qui dit au-dessus de 40, les patients sont éligibles pour la chirurgie, c'est comme en France, mais ils doivent être priorisés pour la chirurgie. Le traitement chirurgical devient une priorité dans le choix thérapeutique. Au-dessus de 35, ils sont aussi éligibles, indiqués, et de façon conditionnelle, on peut les prioriser pour la chirurgie. Entre 30 et 35, le mouvement est là. On propose que de façon conditionnelle, ces indications soient possibles et non prioritaires. En dessous de 30, les auteurs ont considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'arguments pour promouvoir à la fois l'éligibilité et la prioritisation. Tout à l'heure, M. Ebringer a parlé de service médical rendu, donc je reprends, d'un antidiabétique oral ou d'un injectable. Il a dit qu'il faudrait qu'on atteigne un bon équilibre glycémique. On a vu qu'avec la chirurgie, c'était le cas. Il faudrait que, si possible, il y ait au moins une stabilité pondérale. On voit qu'avec la chirurgie, il y a une perte pondérale. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. C'est vrai qu'il y en a avec la chirurgie bariatrique. Il faudrait qu'il y ait de la coût-efficacité. Je pense qu'on n'a pas assez de données pour la chirurgie de l'obésité. Et il faudrait qu'on agisse aussi sur les autres comorbidités, la perte de poids induite par la chirurgie et les mécanismes associés à certaines chirurgies agissent aussi sur les comorbidités. Donc on a quand même là un argument pour dire, en termes de service médical rendu, on est très favorable. Que manque-t-il maintenant pour poser la chirurgie comme un outil thérapeutique? Il nous manque une définition homogène des rémissions. Parce que si on regarde les études, on a tout depuis pas de médicaments en dessous de 6%, 6% avec ou sans médicaments, 6,5% avec ou sans la glycémie, avec ou sans les médicaments, et puis il y a des définitions encore plus farfelues sur la glycémie postprandiale, etc., etc. Donc on est incapable de comparer les études une à une, et je crois que je vous ai fait un petit... Est-ce que c'est celui-là? Non, je ne l'ai pas fait, pardon. J'avais fait une comparaison sur les 2 études qui viennent d'être publiées dans le New England. Celle de Mme Mingron, 75% de rémission en cas de bypass. Celle de Shower, 42%. Mais ce n'est pas les mêmes populations de départ et surtout, ce n'est pas les mêmes critères. We are comparing 1 year to 2 years, but it's not the same criteria.
Okay. So in the publication, it's not obvious. Okay, thank you. Donc ce qui nous manque, excusez-moi, c'est donc une définition homogène. Et puis cette définition, elle a été approchée par des auteurs américains, Buse et collaborateurs, qui font partie de l'American Diabetes Association sans que cette association ait validé leurs conclusions, et qui dit grossièrement en dessous de 6% et en dessous de 100 mg par décilitre de glycémie, c'est une rémission complète, et en dessous du seuil du diabète, de diagnostic de diabète, c'est une rémission partielle. Le deuxième élément, c'est que la rémission n'est pas la seule question posée, parce que le problème du traitement du diabète, c'est pas d'amener les patients en rémission au quotidien. Au quotidien, il nous faut gérer bien d'autres situations. Alors, il nous faudrait des études à long terme, ça c'est vrai, c'est ce qu'on demande aussi aux médicaments. Mais souvent, quand on introduit un médicament sur le marché, il a l'autorisation de mise sur le marché, et en post-commercialisation, on leur demande des études qui permettent de valider qu'il n'y a pas de mortalité cardiovasculaire, qu'il y a des effets à long terme, etc. Et puis on a quand même des arguments. SOS, c'est 15 ans. 20 ans. 15 à 20 ans. Est-ce qu'on a aujourd'hui sur les analogues du GLP-1 une étude qui ait 20 ans de recul? Je peux vous dire non. Ça ne nous empêche pas de prescrire des analogues du GLP-1, et à juste titre. On a des RCT qui sont à 2 ans, celle de Mme Mingron et celui de Dixon avec l'anneau, et on ne demande pas tant aux médicaments. Les données médico-économiques, je vous ai dit ce que j'en pensais. Que manque-t-il encore? Des études sur les autres aspects de la balance bénéfice-risque. Le diabète, c'est une maladie progressive avec un phénotype qui est secondaire à une interaction gène, atteinte pancréatique, dialogue interorgane-environnement. Si l'environnement empire, est-ce que les rémissions vont se tourner en récidive de diabète? Et quand je dis l'environnement empire, c'est l'alimentation, l'activité physique et tous les facteurs qui vont à côté. L'atteinte pancréatique, le diabète de type 2, c'est un problème d'insulinorésistance, mais surtout un problème d'insulinopénie. C'est-à-dire quand le phénotype arrive, on a au moins 50% de la sécrétion d'insuline qui est altérée. Est-ce que c'est réversible avec la chirurgie ou pas? On ne le sait pas encore. Les bénéfices sur la charge de soins et l'intensité du traitement. En tant que praticien, il me serait infiniment plus facile de soigner des patients pour lesquels j'aurais qu'un médicament à prescrire, plutôt que toute une pléiade de médicaments avec des adaptations, des glycémies à faire tous les jours, etc. Et ça, ce n'est pas encore évalué. Le bénéfice sur la facilité pour les patients à atteindre les objectifs. Si on n'est pas en rémission de son diabète, mais si les 6% sont infiniment plus faciles à atteindre, ou 6,5% après une intervention chirurgicale, eh bien, je pense que c'est un bénéfice pour le patient. Et ça, on n'a pas les données. Les conséquences microvasculaires, on n'a pas de données non plus, parce qu'il faut longtemps pour les développer. Le coût sociétal du diabète, qui est énorme en termes économiques, mais qui est énorme aussi en termes de discrimination, comme le coût de la discrimination de l'obésité. On ne sait pas l'efficacité de la chirurgie, et le risque réel de la chirurgie, qui n'est pas seulement les conséquences dans les très belles études faites par des très bons chirurgiens dans des équipes extraordinairement bien rodées. Le problème, c'est si on dissémine la chirurgie, si n'importe quel chirurgien, parce qu'il n'y a pas de limite, commence à faire des interventions en choisissant plus ou moins bien le type d'intervention ou le type de patient, quelle va être la vraie sécurité dans la vraie vie de ce type de procédure. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat du méchant chirurgien et du gentil médecin, ce n'est pas le propos. Simplement, est-ce qu'il va falloir qu'on cale des limites? Et il y a tout un débat dans la SOFCO, la Société française de chirurgie de l'obésité, pour savoir si on doit mettre des centres référents ou non en termes de chirurgie, ce qui pose une vraie complexité. Comment organiser enfin le système de soins avec ce nouvel outil thérapeutique si on le pose? Alors, il nous faut des études dans la vraie vie, parce que les études randomisées, c'est super, c'est de l'evidence-based, mais l'evidence-based, il est aussi au quotidien, derrière le bureau, et ça, il nous manque ces études-là. Qui décide de l'intervention? Qu'est-ce que c'est qu'une RCP? On a imposé les RCP. Ça marche du tonnerre. Mais qui décide dans la RCP? Est-ce que c'est l'ONU, avec la Chine qui met le veto et qui bloque tout le dossier pendant je ne sais combien de mois?
ou est-ce que c'est une co-construction de professionnels qui, au début, ne sont pas à parité. Quand on met un chirurgien et une diététicienne en face, je peux vous dire que les premières RCP, ils se regardent un petit peu de travers. La diététicienne n'ose pas trop dire son mot, et pourtant, des fois, elle a des propos très, très pertinents à dire. Donc, comment on organise ces RCP? Ça, c'est un vrai débat. Dans le cadre du cancer, c'est assez bien organisé. Dans le cas de la chirurgie, c'est extrêmement variable. Quels sont les véritables enjeux du traitement de l'obésité et du diabète? On a les indicateurs de soins, mais on a aussi les indicateurs de qualité de vie, les indicateurs sociologiques, les indicateurs macroéconomiques. Et doit-on avoir une attitude thérapeutique proactive après la chirurgie? Quand je vous disais la mortalité n'est pas complètement réduite, je peux vous dire aussi que la qualité de l'alimentation des patients après chirurgie est nettement moins bonne qu'elle ne l'est dans un groupe de patients traités médicalement, probablement parce que à la fois les patients et les docteurs dont je fais partie disent « c'est super, il y a 35 ou 40 kilos qui sont perdus, on a fait un tel progrès que si l'alimentation n'est pas équilibrée, ce n'est pas grave ». Or, les facteurs de risque des maladies chroniques, alimentation telle que l'a décrite le PNNS, enfin celle qu'il ne faut pas avoir, et inactivité physique, sont les mêmes facteurs de risque qu'on va retrouver dans toutes les maladies métaboliques, cancer, etc., etc. Enfin, faut-il élargir les indications? On en a parlé, et là je reviens sur ce qu'a dit M. Bringer, c'est-à-dire la nuance dans les indications. Ce qui est systématique est trop enfermant, ce qui est individuel nous donne de la liberté, et puis les données méco-économiques, je vous les donne. Je ne sais pas ce que je suis en train de fabriquer là. Je suis en train d'aller à l'endroit, à l'envers. Conclusion, il est temps d'engager le débat, je crois. En co-construction pluriprofessionnelle, alors je salue votre initiative de mettre 2 académies ensemble, médecins chirurgiens. Nous, on essaye de le faire au quotidien, ça marche bien dans les petites équipes, mais sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. On a des retours que ce n'est pas si facile que ça, sans se focaliser sur la rémission, parce que le problème est bien plus complexe que ça, en se basant toujours sur des études de la plus haute qualité. Et à mon avis, comme le disait M. Jaffiol, il est trop tôt pour généraliser à tous les patients. Merci beaucoup. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Non, alors je voudrais vous remercier d'être patient et d'être resté jusqu'au bout de ce débat que j'ai trouvé personnellement passionnant. Je crois que le sujet était bien choisi pour la réunion de nos 2 académies. Je voudrais vous dire que je remercie particulièrement l'aide que j'ai reçue de l'Académie de médecine, en particulier Mme Nicole Priolo, que je remercie publiquement. Je ne sais pas si elle est encore là. Vous pouvez trouver, ça c'est un petit peu nouveau, en fin d'exposé, les recommandations que nous avons pu émettre venant des 2 académies. Ces recommandations ainsi que les réflexions des uns et des autres ont été possibles ce matin en présence lors d'une petite conférence de presse qui a duré quand même 1 heure avec 7 journalistes qui avaient été convoqués auparavant. Ça s'est passé ici. Ces recommandations, ça devrait devenir une règle plus habituelle lorsqu'on aborde des sujets aussi importants dans la santé publique, je dirais. Mais cela a été fait. Donc dès demain, vous trouverez, j'espère, sans problème, on me le confirme, le débat d'aujourd'hui sur le site de l'Académie, avec les discussions, la projection des diapositives, et quand on aura les textes des e-mémoires, ils pourront être en face des communications. Je voudrais remercier beaucoup les membres de l'Académie de médecine qui sont venus aujourd'hui. Je vous passe bien volontiers la parole, Monsieur Parodi. Bien écoutez, comme vous le savez, je ne suis ni médecin ni chirurgien, ce qui veut dire que j'ai beaucoup appris ce soir, j'ai beaucoup écouté, et j'allais dire, je me suis trouvé presque en famille, puisque cette salle est celle que votre académie met à disposition de l'Académie vétérinaire, donc on est vraiment en famille. Merci beaucoup.